Dans cet audiolivre, vous ne trouverez pas des étapes, mais des clés. Vous n'êtes pas ici pour apprendre, mais pour vous souvenir. La réalité émane de vous. Il est temps de vous réveiller. Au cœur de la sagesse ancestrale repose une vérité si simple et puissante que sa révélation transforme quiconque est prêt à l'accueillir. Vous avez parcouru cette terre en croyant être un chercheur, un apprenti de l'abondance, un étudiant sur le chemin de la manifestation. Vous pensiez devoir d'abord comprendre comment attirer ce que vous désirez. Mais voici le grand pivot. Vous n'êtes pas l'aimant. Vous êtes l'aimant. La source, l'univers, ne réalise pas vos vœux comme un génie dans une lampe. Il reflète non pas vos mots, mais votre vérité. La vérité la plus profonde est la suivante. Vous êtes le créateur de votre réalité, et non son espéré récepteur. Ce savoir a été préservé à travers les générations, caché dans d'anciens symboles, murmuré dans des enseignements mystiques, attendant ceux qui sont prêts à en porter le pouvoir. Réfléchissez un instant à votre respiration. Demandez-vous la permission à l'air de remplir vos poumons. La suppliez-vous de venir? Non. Vous respirez, parce que c'est votre nature. De même, la loi de l'attraction, telle qu'elle est couramment enseignée, n'est qu'une ombre d'une vérité plus profonde. On nous dit que nous devons attirer de l'extérieur ce que nous désirons, mais voici le véritable retournement. Rien n'existe en dehors de vous. Vous êtes la matière première de l'univers. Vous êtes la conscience en mouvement. Vous n'êtes pas celui qui appelle, vous êtes l'origine. Cet ouvrage, ce chemin, ne vous enseignera pas des techniques de visualisation. Il vous offrira quelque chose de bien plus puissant. La clé pour vous souvenir de votre véritable essence. Au fil des pages, vous n'accumulerez pas de nouvelles informations. Vous vous souviendrez. Et cela changera tout. Ce n'est pas une initiation à une connaissance nouvelle, mais à une vérité ancienne que vous n'avez jamais perdue, seulement oubliée. Le pouvoir que vous avez cherché n'a jamais été à l'extérieur de vous. Il a toujours vécu en votre intérieur, attendant, non pas d'être découvert, mais d'être reconnu. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Vous devez simplement vous éveiller à ce que vous avez toujours été. Dans une ville trépidante, entre le béton et un vacarme incessant, vivait Walter, un homme dont la maison était comblée de livres sur la manifestation, de journaux d'affirmation et de tableaux de vision méticuleusement disposés sur chaque mur. Chaque matin, il se tenait devant son tableau de vision, fermait les yeux et dessinait intérieurement la vie dont il rêvait chaque nuit. Mois après mois, année après année, il écrivait des scènes détaillées de succès futurs. Et pourtant, sa réalité restait la même. Une paisible après-midi d'automne, assis dans un petit café, enveloppé par l'arôme du café fraîchement moulu et le murmure feutré des passants, un vieil homme à la table voisine lui susurra « Tu t'efforces trop d'attirer ce qui t'appartient déjà. L'oiseau n'attire pas l'air. Il déploie simplement ses ailes. » À cet instant, quelque chose s'ouvrit en Walter. Il comprit qu'il avait toujours perçu ses désirs comme extérieurs à lui. Et c'était précisément cette croyance qui créait la distance qui les séparait. L'univers ne fonctionne pas selon la loi de l'attraction, telle qu'elle est superficiellement comprise. Il fonctionne selon le principe du point d'expression. La fleur n'attire pas la croissance, elle grandit parce que c'est sa nature. Vous n'êtes pas attiré par les circonstances. Vous les exprimez depuis votre intérieur. Ce n'est pas une philosophie, c'est la loi fondamentale de l'existence. À cet instant, Walter comprit que son tableau de vision n'était pas un pont, mais une barrière, un rappel constant qu'il se percevait séparé de ses désirs. Ses affirmations avaient, en réalité, été des supplications à une force externe, alors que le véritable pouvoir avait toujours résidé en lui. Des mois plus tard, Walter vivait la vie qu'il avait tenté de manifester, non pas parce qu'il l'avait attirée, mais parce qu'il avait commencé à l'exprimer. Il cessa de chercher le succès et commença à le générer de lui-même. Il cessa de désirer la richesse et se mit à agir depuis l'abondance de son être. Le changement ne s'est pas produit dans les circonstances extérieures. Il s'est produit dans son état intérieur. Parce que le monde que vous expérimentez ne répond pas à vos désirs, il reflète votre être. Quand vous comprenez cela, la manifestation devient superflue. Vous n'avez pas besoin d'attirer ce que vous êtes déjà. Vous n'êtes pas un aimant en quête de quelque chose. Vous êtes l'expression même du champ universel. Pratiquez le miroir de l'être. Prenez votre journal. Écrivez 3 choses qui sont arrivées dans votre vie sans effort et naturellement. Rappelez-vous,
Quel était votre état émotionnel ou mental à ces moments? Vous découvrirez que ces choses n'apparaissaient pas parce que vous les désiriez, mais parce que vous y étiez en résonance. La clé n'est pas d'attirer. La clé est d'exprimer votre être. Dans un coin poussiéreux d'une vieille librairie, où la lumière de l'après-midi tombait comme un voile doré à travers de petites fenêtres, Eleanor trouva un livre relié de cuir. Lorsqu'elle l'ouvrit, un nuage de poussière s'éleva, et les mots sur les pages semblèrent prendre vie, comme s'ils la reconnaissaient. Les forces qui façonnent même votre vie, disait-il, ont toujours été sous votre contrôle, que vous le sachiez ou non. L'univers ne se meut ni par la volonté, ni par le doute. Il est soutenu par des lois immuables qui agissent indépendamment de votre foi en elles. Ainsi, tout comme la gravité n'a pas besoin de votre permission pour vous maintenir au sol, ces lois structurent chaque seconde de votre existence. Quand vous parlez votre langue maternelle, vous ne pensez pas à la grammaire. Vous parlez, point. Ainsi opère la création. Ce n'est pas un processus forcé. C'est un flux naturel, une expression de votre état intérieur. Eleanor commença à expérimenter, à ressentir, à observer. Elle réalisa que la vie ne réagissait pas. Elle reflétait. Ses réussites, ses échecs, ses défis et ses opportunités, tout était une résonance exacte de son monde intérieur. La vérité n'était pas cachée, elle n'avait jamais été loin. Elle vivait en elle, attendant. Ainsi se révéla le cœur de la création, composé de 3 lois éternelles. Loi de l'expression. Votre réalité extérieure est une projection directe de votre état intérieur. Ce que vous êtes devient ce que vous voyez. Loi de la résonance. Votre vibration intérieure attire les circonstances extérieures correspondantes. Vous n'expérimentez pas ce que vous désirez, mais ce que vous portez en vous. Loi de la création permanente. Chaque instant est une nouvelle occasion de créer une nouvelle réalité. Rien n'est définitif. Tout est transformable, dans les profondeurs de votre conscience. Ces lois ne sont pas nouvelles. Elles sont plus anciennes que les mots, plus anciennes que le temps. Elles opèrent dans tout ce qui existe, dans les étoiles, dans les plantes, dans le silence entre 2 respirations. Eleanor sourit. Ce qu'elle avait autrefois tenté d'apprendre n'était pas quelque chose d'acquérable. C'était un souvenir, un doux retour à la vérité. Vous aussi, vous avez créé votre vie, instant après instant. Vous ne l'avez pas planifiée, vous l'avez exprimée. Et désormais, avec la lumière de cette compréhension, vous pouvez choisir consciemment ce que vous désirez exprimer. Choisissez 3 moments clés de votre passé, un positif, un défiant et un inattendu. Demandez-vous, quel était mon état intérieur à ces moments? Que manifestais-je, consciemment ou non? Prenez une profonde inspiration. Ressentez les moi qui ont conduit à ces moments. Parcourez le chemin de vos pensées, émotions et croyances. Vous constaterez, rien n'était le fruit du hasard. C'était toujours de la résonance. Les lois agissent à chaque instant. La question n'est pas de savoir si elles fonctionnent. La question est, les utilisez-vous consciemment? Devant un grand chevalet de dessinateur, baigné par la douce lumière du matin, était assis Edwin, un architecte ayant dédié sa vie à la conception de maisons. Pendant 30 ans, il créa des bâtiments célébrés comme de vraies œuvres d'art. Pourtant, un élément lui échappait toujours, la vision de sa propre maison idéale. Chaque nouveau projet semblait porter une faute supplémentaire. C'était comme si quelque chose d'invisible l'empêchait d'accomplir ce qui vivait en lui. Jusqu'au jour où, un matin, tout changea. Tel un éclair, une révélation le traversa. Il n'était pas seulement architecte de maison, il était l'architecte de sa réalité. Ainsi, tout comme ses pensées traçaient des lignes sur le papier, elles dessinaient aussi les contours de sa vie. Ses émotions coloraient les espaces qu'il habitait. Son attention déterminait quelles portes s'ouvraient et lesquelles restaient closes. À cet instant, Edwin comprit qu'aucun bâtiment ne naît par accident. Toute construction commence par une idée, puis devient un plan, et enfin, prend forme dans la réalité. Votre réalité suit le même principe. Elle ne jaillit pas de l'extérieur. Elle naît dans l'espace de création intérieure. Chaque expérience, chaque relation, chaque défi rencontré a été conçu par vous. Peut-être inconsciemment, mais avec une précision totale. Et c'est précisément pourquoi vous pouvez maintenant commencer à créer consciemment. Asseyez-vous en paix face à votre tableau intérieur. Fermez les yeux. Imaginez un immense panneau vierge. C'est le plan de votre vie. Et vous, vous tenez le crayon.
Tracez les fondations. Quelles croyances soutiennent votre réalité? Sont-elles solides ou fragiles? Élevez les murs. Ces murs sont vos pensées récurrentes. Vous limitent-elles ou vous soutiennent-elles? Ajoutez des fenêtres. Que choisissez-vous de voir dans le monde? Construisez des portes. Quelles opportunités êtes-vous prêt à franchir? Sentez les matériaux. Vos pensées sont-elles claires comme le cristal ou troubles comme la boue? Vos sentiments sont-ils empreints de confiance ou de doute? Tout ce que vous modelez en vous se reflètera à l'extérieur. Parce que le monde n'est pas séparé de vous. Il est le miroir de votre design intérieur. Quand vous aurez achevé cet exercice, commencez à observer. Comment votre environnement évolue-t-il? Quels nouveaux espaces s'ouvrent? Quels anciens murs commencent à s'effondrer? Parce que lorsque vous transformez votre architecture interne, le monde extérieur s'adapte à vous, et non l'inverse. Vous êtes le constructeur de votre réalité. Votre conscience en est l'outil, votre focus en est le plan, et votre être, l'origine de toute forme. Dans une petite maisonnette remplie de souvenirs, entourée de murs de bois patiné et de l'odeur de vieux papier, Martha s'asseyait devant sa table. Devant elle, des photographies éparses comme des pensées oubliées. La lumière du soir filtrait doucement à travers les rideaux, dessinant des motifs dorés sur la table, tandis que ses doigts parcouraient tendrement les vieilles images. Elle contemplait son jeune moi sur une photo jaunie, souriante, emplie d'espoir, et pourtant étrangement familière dans sa quête intérieure. Pendant longtemps, Martha avait cru que sa vie n'était qu'une succession d'événements aléatoires. Mais ce soir, elle commença à voir autre chose. Les mêmes histoires se répétaient, encore et encore, avec des visages et des lieux différents, mais avec la même essence. Ce n'était pas du hasard, c'était un schéma. Et ce schéma n'avait pas été formé à l'extérieur. Il avait été tissé en elle, fil après fil, à partir de souvenirs, de croyances et de décisions inconscientes. La vie ne lui avait pas toujours apporté ce qu'elle désirait, mais elle lui avait invariablement donné ce qu'elle croyait possible au plus profond d'elle-même. Ici réside le secret. Vous aussi, vous avez un architecte intérieur. Mais il ne se cache pas dans votre pensée consciente. C'est votre subconscient, le créateur silencieux de votre réalité. Vos croyances les plus profondes, vos blessures non guéries, vos rêves inassouvis y sont stockés. Depuis cet espace, se façonne la réalité que vous expérimentez. Les souvenirs que vous portez ne sont pas de simples regards sur le passé. Ce sont les architectes actifs de votre avenir. Si vous ne changez pas consciemment ces plans invisibles, vous reproduirez, à votre insu, les mêmes histoires, encore et encore. Martha comprit. La photo qu'elle tenait ne montrait pas seulement la jeune fille qu'elle avait été. Elle révélait l'histoire qu'elle s'était racontée pendant des décennies, changeant les visages et les décors, mais répétant toujours le même scénario. Cependant, voici la magie. Le plan invisible peut être redessiné. Toujours. Maintenant, exercez la révélation de votre carte intérieure. Choisissez 3 événements significatifs de votre passé. Celui qui vous a renforcé, celui qui vous a défié, celui qui vous a surpris. Observez. Quelles pensées et émotions précédaient ces moments? Quelles croyances dominaient votre espace intérieur? Prenez maintenant 3 feuilles blanches. Sur la première, écrivez les schémas récurrents dans votre vie. Des situations qui, bien qu'elles semblent différentes, vous laissent toujours avec la même douleur ou le même vide. Sur la deuxième, notez les programmes internes qui ont peut-être engendré ces schémas. Peur, croyances apprises durant l'enfance, limites jamais remises en question. Et sur la troisième, écrivez la nouvelle histoire, pas comme un désir, pas comme un espoir, mais comme une vérité qui vit déjà en vous, attendant d'être reconnue. Ressentez-la, exprimez-la, ayez confiance en elle, parce que vous n'avez pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Vous devez simplement rendre visible l'invisible et laisser l'ancien s'évanouir pour que le vrai puisse enfin vivre à travers vous. Martha sourit, non pas parce qu'elle comprenait tout, mais parce qu'elle se souvenait enfin qu'elle avait le pouvoir de choisir. Et vous pouvez faire de même. Dans un petit atelier, rythmé par le doux tic-tac d'innombrables horloges, Howard, un horloger, travaillait d'une main assurée sur un ancien garde-temps. Pendant des décennies, il avait mesuré, calibré et divisé le temps. Chaque seconde, chaque battement devait être précis. Pourtant, alors que ses montres fonctionnaient à la perfection, quelque chose en lui était toujours désaccordé. Ses pensées tournoyaient entre ce qui avait été et ce qui pourrait être.
Le présent n'était qu'un passage, un espace de transition, pas une destination, pas un lieu où simplement être. Un après-midi, tandis que la lumière traversait les vitres poussiéreuses et que l'aiguille de sa plus vieille montre faisait une petite erreur presque imperceptible, Howard s'arrêta. Il posa ses outils, ferma les yeux et fit quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire. Il cessa de contrôler le temps et commença à le ressentir. À cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. L'atelier se fit plus silencieux que jamais, non pas parce que les montres s'étaient tues, mais parce qu'il cessa de courir après elles. Et il comprit, le passé n'existe que dans votre mémoire, le futur seulement dans votre imagination. Le seul point de pouvoir véritable est le maintenant. Le maintenant. Le maintenant n'est pas qu'un instant. C'est un espace éternel, plein de possibilités, de présence absolue et de pouvoir créateur. Pourtant, nous vivons souvent comme des voyageurs entre les ombres, chargés du poids d'hier, tremblant devant l'incertitude de demain, et oubliant la terre sacrée que nous pourrions habiter en cet instant précis. Howard réalisa qu'il n'avait jamais vraiment vécu le temps. Il l'avait mesuré, analysé, planifié, mais jamais accueilli. La pensée crée l'illusion du temps, elle vous susurre. Un jour, vous y arriverez. Mais la vie ne connaît pas les calendriers. Elle ne connaît que la vibration, la présence et la conscience. Si vous désirez créer quelque chose, une nouvelle réalité, un nouvel état, un nouvel être, vous n'avez pas à attendre. Vous devez vous immerger. Maintenant, fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez votre corps, comment il se tient, comment il est soutenu. Percevez l'air qui entre et qui sort. Voilà le maintenant. Ne vous imaginez pas ce que vous accomplirez un jour. Ressentez comme si c'était déjà là, pas dans un futur lointain, mais en cet instant même. Si vous cherchez l'abondance, sentez l'abondance dans votre respiration. Si vous aspirez à l'amour, sentez l'amour dans votre poitrine, s'étendant, sans avoir besoin qu'on vous l'octroie. Si vous désirez le succès, incarnez-le. Non par l'imagination, mais par la présence. Restez quelques minutes dans cet état. Si des pensées du passé ou de l'avenir effleurent votre esprit, respirez et revenez au maintenant. Ce n'est pas une technique, c'est la vérité. Vous n'êtes pas un être en chemin vers la manifestation. Vous êtes la manifestation, en mouvement. Pas un jour, pas plus tard, maintenant. Dans un jardin parfumé de roses, baigné par la douce lumière de l'aube, Clara se plaçait chaque matin devant un petit miroir qu'elle avait installé parmi les fleurs en pleine floraison. La rosée scintillait encore sur les pétales lorsqu'elle s'approchait du miroir, dans l'espoir de guérir son cœur. Elle murmurait à voix basse des mots d'amour à son reflet, affirmation, désir, espoir. Elle parlait avec ferveur, avec sérieux, avec foi. Mais à chaque jour qui passait, le vide en elle grandissait. C'était comme si ces mots flottaient dans l'air, sans direction, sans ancrage. Elle ne comprenait pas pourquoi ce qu'elle désirait le plus, l'amour véritable, une connexion profonde, être vraiment vue, restait si distant. Mais un matin, en regardant son reflet, quelque chose se produisit. Elle ne parla pas, elle n'attendit pas, elle observa. Et dans ses propres yeux, elle découvrit une vérité qui changea tout. Elle ne cherchait pas l'amour. Elle appelait l'écho de son propre manque. Parce que lorsque vous dites « je veux de l'amour », l'univers n'entend que « l'amour n'est pas ici ». Le désir, aussi puissant soit-il, porte souvent la vibration du manque. Le vouloir est un appel, certes, mais il vibre à la fréquence de ce qui fait défaut. Et l'univers, miroir parfait, ne répond pas au contenu de vos mots. Il répond à l'énergie avec laquelle vous les prononcez. Clara comprit que ces affirmations, aussi bien intentionnées soient-elles, venaient d'un état de séparation. Et la vie lui renvoyait exactement cela. Séparation, désir, vide. Le changement n'est pas venu d'un nouveau rituel, ni d'une phrase différente. Il est survenu par un retournement intérieur, du vouloir au savoir. Elle cessa de dire « je veux être aimée » et commença à être amour. Elle contempla le miroir, et pour la première fois, elle ne se vit pas comme une chercheuse, mais comme une source. Elle sentit que l'amour était déjà en elle, non comme un concept, mais comme une présence tangible, vibrante. Elle sourit, non pas parce qu'elle avait reçu quelque chose, mais parce qu'elle comprit qu'elle n'avait jamais été vide. Vous n'expérimentez pas dans la vie ce que vous désirez. Vous expérimentez ce que vous êtes.
Si vous voulez l'amour, soyez amour. Si vous désirez l'abondance, sentez l'abondance dans votre respiration, pas dans votre compte en banque. Si vous recherchez la paix, trouvez-la d'abord dans votre regard. Trouvez un endroit calme. Placez-vous devant un miroir. Regardez-vous intensément, non pour analyser, non pour juger, mais pour vous reconnaître. Aux premières heures du matin, alors que la lumière commençait à peine à glisser sur les toits de la ville, Samuel s'asseyait devant son vieux piano. Ses doigts reposaient sur les touches, mais il tremblait légèrement. Son esprit était encombré de pensées sur les factures impayées, les occasions manquées, les nuits sans sommeil. Il se sentait lourd, vide, épuisé. Et lorsqu'il commença à jouer, les sons qui surgirent étaient durs, dissonants, une représentation sonore de son agitation intérieure. La musique était techniquement juste, mais elle était froide. Elle n'avait pas d'âme, seulement du poids. On avait appris à Samuel que les émotions étaient une réaction à la vie, le produit de circonstances extérieures, non leur cause. Mais ce matin-là, il se mit à en douter. Tandis que ses doigts parcouraient les touches, il sentit que ce n'était pas la vie qui déterminait ses émotions, mais que c'étaient ses émotions qui façonnaient sa vie. Il commença à comprendre. Les émotions ne sont pas des réactions. Elles sont la matière première de la création. Chaque émotion vibre sur une fréquence. Non seulement la joie, l'espoir ou l'amour, mais aussi la colère, la peur, la tristesse. Toutes sont de l'énergie en mouvement, prête à être modelée. Ce jour-là, alors que la peur battait dans sa poitrine et que la douleur pesait comme une ombre sur son âme, Samuel se remit au piano. Mais cette fois, il ne se battit pas contre ce qu'il ressentait. Il ne le rejeta pas. Il l'accueillit. Et alors, quelque chose de magique se produisit. La mélodie qui naquit était rugueuse, profonde, puissante, mais pas sombre. Elle était authentique. L'énergie qui auparavant créait la pénurie se transforma en une composition pleine de force. Et à chaque note, quelque chose commença à changer dans son espace et dans sa vie. Dans les semaines suivantes, des portes jadis closes s'ouvrirent. Des personnes arrivèrent, des opportunités surgirent. Non pas parce que Samuel les forçait, mais parce qu'il avait changé sa vibration. Tout comme un grand compositeur sait que les accords mineurs sont aussi essentiels que les accords majeurs, Samuel comprit que même les émotions les plus sombres font partie de la symphonie divine. L'art ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les transformer consciemment. Quand tu ressens une émotion intense, colère, peur, douleur, ne la réprime pas, ne t'y perds pas non plus. Deviens son alchimiste. Ferme les yeux. Ressens où, dans ton corps, cette émotion vit. Pose tes mains doucement sur cet endroit. Imagine qu'il s'y trouve une lumière. Ni positive ni négative. Simplement une énergie pure et vivante. Dirige maintenant cette énergie consciemment vers ce que tu désires de créer. Si c'est la colère, laisse son feu alimenter ta détermination. Si c'est la peur, laisse sa vigilance aiguiser ta concentration. Si c'est la tristesse, laisse sa profondeur accroître ta compassion. Tu n'es pas victime de tes émotions. Tu en es le chef d'orchestre. Et tout grand artiste le sait. Ce n'est pas l'émotion en elle-même qui importe, mais ce que tu en fais. Sous le soleil brûlant de l'été, Harold était seul dans son champ desséché. Ses mains tenaient un petit bol de graines. Sa peau était burinée par le vent et le temps. La terre était sèche, craquelée, durcie. Beaucoup de ses voisins avaient déjà renoncé depuis longtemps. Ils avaient abandonné leur terre, perdu l'espoir. Leur voix s'était évanouie dans le vent. Mais Harold était resté, en silence, avec la connaissance. Il se mouvait avec une détermination tranquille, comme si la pluie était déjà tombée, comme si le champ était déjà en pleine floraison. À chaque geste, il plantait une graine dans la terre, avec autant de soin et de révérence que s'il touchait quelque chose de sacré. D'autres le traitèrent de fou. Lui l'appelait foi, car Harold comprenait ce que beaucoup avaient oublié. La véritable foi n'est pas d'attendre. La véritable foi est de savoir. Quand tu plantes une graine dans la terre, tu ne te demandes pas sans cesse si elle pousse. Tu ne la déterres pas à chaque instant, pour vérifier son progrès. Tu sais qu'à l'intérieur de cette graine se cache un arbre, même si tu ne peux pas encore le voir. Cette foi ne repose pas sur des preuves, elle repose sur une compréhension profonde, des lois de la vie. Il en va de même pour tes désirs. Ils n'ont pas besoin de signes extérieurs. Pour être vrais, ils sont déjà complets. Dans l'espace invisible des possibles,
Le doute n'est pas l'opposé de la foi. Le doute est la foi dans le contraire. Car chaque fois que tu remets en question, si quelque chose est possible, tu places ta confiance dans son impossibilité. Ton doute n'empêche pas la manifestation. Il crée exactement ce que tu crains. Harold l'avait compris depuis longtemps. Chaque matin, il arpentait ses champs, comme si le blé lui arrivait déjà à la taille. Il parlait à ses plantes, comme si elles allaient bientôt fleurir. Et alors, un matin, les premières nuées commencèrent à s'accumuler à l'horizon. Pour beaucoup, ce fut un éclair d'espoir. Pour Harold, c'était simplement la conséquence logique de ce qu'il savait déjà. La pluie tomba, la terre respira, et les champs, que beaucoup croyaient morts, commencèrent à vivre. La foi d'Harold n'avait pas attendu. Elle avait créé. Pratique la semence du savoir. Trouve un endroit tranquille. Ferme les yeux. Imagine-toi tenant dans tes mains une graine. Elle est minuscule, mais elle renferme tout. La forme, la couleur, le parfum de la fleur. Même si rien de tout cela n'est encore visible. Cette graine est ton désir, ta vision, ton intention. Plante-la maintenant, consciemment, dans le sol fertile de ton espace intérieur. Non pas comme un espoir, comme une certitude. Tu n'as pas besoin de la surveiller, tu n'as pas à fouiller ni à exiger. Tu dois simplement savoir. Comme Harold savait, ce qui est vivant en toi fera aussi racine dans le monde, car la foi qui sait n'a pas besoin de preuves, elle est la preuve. Dans une salle de concert faiblement éclairée, bien après le dernier applaudissement, Raymond était assis seul devant le piano à queue. Ses doigts se déplaçaient avec une précision tranquille sur les cordes, explorant chaque nuance, chaque vibration, chaque légère déviation du ton parfait. Pour Raymond, la musique n'était pas simplement un son. C'était un langage, une vérité, une énergie. Il avait appris, une seule fausse note pouvait déséquilibrer toute une symphonie. Non pas par son volume, mais par sa dissonance. Et cette nuit-là, tandis qu'il écoutait les vibrations des cordes, il comprit quelque chose qui allait bien au-delà de la musique. Ta vie aussi est une composition. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance. Une corde dans le grand instrument de ton existence. Tout comme une note mal accordée peut déformer ta chanson, un état intérieur déséquilibré peut affecter toute ta réalité. Raymond commença à se souvenir. Il se revit à ces jours où son monde intérieur était chaotique et remarqua que même des instruments parfaitement accordés semblaient se retourner contre lui. Le monde extérieur ne répondait plus à ce qu'il jouait, mais à ce qui vibrait en lui. La révélation fut profonde. Le monde ne répond pas à tes mots, ni à tes actions, mais à ta fréquence. Ta façon de penser, de sentir, de croire. Ce ne sont pas de simples concepts, ce sont des vibrations qui se propagent comme des ondes sonores à travers le tissu de la réalité. Tu es comme un diapason cosmique, émettant une fréquence à chaque instant, et l'univers est si précis qu'il vibre toujours en résonance avec toi. La seule question est, qu'accordes-tu en toi? Au lieu de tenter de changer le monde, tu dois ajuster ta propre vibration, non par l'effort, mais par la résonance, non par le contrôle, mais par la conscience. Assieds-toi en silence, fais le calme, ressens quelle fréquence tu émets en cet instant, pas celle que tu voudrais avoir, mais celle que tu incarnes vraiment. Imagine maintenant ta réalité idéale, non comme une idée, mais comme un ton pur, clair. Comment résonne-t-il? Comment le ressens-tu? Respire profondément. Commence à t'accorder intérieurement sur ce ton, sans le forcer, simplement en le ressentant. Reste dans cette fréquence, jusqu'à ce que tu sentes que tu ne luttes plus contre rien, mais que tu vibres avec quelque chose, tout comme une corde accordée sur sa note parfaite. Entre naturellement en résonance avec d'autres, ainsi, ta réalité commencera à se transformer, non par la force, mais par l'harmonie, car l'univers ne répond pas seulement à ce que tu veux, il répond à la fréquence que tu es. Et lorsque tu seras accordé, la vie dansera avec toi, comme une musique en parfaite unité. Dans un atelier baigné de lumière, parmi les pots de peinture, les toiles et les œuvres à moitié achevées, Hélène se tenait devant une surface vierge. Le pinceau flottait dans sa main, mais elle n'arrivait pas à décider où commencer. Sa technique était impeccable, ses lignes précises. Mais il manquait toujours quelque chose. Ses tableaux étaient beaux, oui, mais ils ne touchaient pas. Elle avait appris à peindre, mais elle n'avait pas appris à ressentir en peignant. Hélène se souvint d'un après-midi où elle peignait par pure joie, sans intention, sans but.
C'était un jour où elle était dans un état de profonde vitalité. Le tableau qu'elle réalisa ce jour-là se vendit immédiatement. Les gens restèrent devant, silencieux. Ils le vivaient. Alors Hélène comprit. Ce n'était jamais le pinceau qui peignait, c'était l'émotion qui s'exprimait à travers lui. Les émotions ne sont pas accessoires, elles sont la couleur de la réalité. Deux actions identiques, les mêmes mots, les mêmes gestes, peuvent donner des résultats totalement différents selon l'espace émotionnel d'où ils émergent. La réalité ne répond pas au contenu de ta pensée. Elle répond à sa puissance vibratoire, dans des moments d'émotion intense, qu'il s'agisse de douleur, d'amour, de colère ou d'extase. S'ouvre un portail, car dans ces états, tu es brute, sans filtre, perméable. Et c'est dans cette perméabilité que se trouve le plus grand pouvoir créateur. Hélène commença à expérimenter. Elle cessa de forcer son geste. Elle cessa d'attendre l'inspiration. Elle ressentait, puis elle peignait. Depuis la joie, depuis le désir, depuis une douce mélancolie. Et son art changea. Il n'était plus seulement beau. Il était vivant. Il en va de même pour ta réalité. Elle ne se crée pas à partir de ce que tu fais bien, mais de ce que tu ressens, vraiment. Pratique l'amplification émotionnelle. Choisis un désir que tu souhaites manifester. Ferme les yeux. Rappelle-toi un moment où tu t'es senti incroyablement vivant, fort ou libre. Laisse cette émotion grandir en toi, jusqu'à ce qu'elle remplisse tout ton champ énergétique. Puis, depuis cet état élevé, imagine que ton désir est déjà accompli, non pas comme une idée, mais comme une réalité présente. Ressens l'émotion, l'émerveillement, la gratitude, le frisson. Ne confonds pas imaginer avec rêver. Ressens-le vraiment, car ton émotion est un amplificateur, qui donne force à ta pensée, qui charge ton intention d'énergie et la projette dans le tissu même de la réalité. Hélène l'a compris, la technique donne la structure, mais l'émotion lui donne vie. Et toi aussi tu verras. Tes sentiments sont les couleurs avec lesquelles tu peins ton monde. Tes vibrations sont les sons, d'où naît ta réalité. Ceux qui manifestent avec puissance ne sont pas ceux qui en savent le plus, mais ceux qui sentent le plus profondément. Dans la pénombre d'une salle d'échecs, entre pièces d'ébène et d'ivoire, Lawrence restait immobile, le regard fixé sur l'échiquier. Autour de lui régnait un silence dense, un silence plein d'une force non exprimée. Il ne jouait pas contre un adversaire en chair et en os. Il jouait contre ses propres doutes. Coup après coup, pensée après pensée, il avançait sur l'échiquier invisible de son esprit. Il savait que la clé de la victoire ne résidait ni dans l'analyse ni dans la stratégie, mais dans la clarté. Il existe un moment dans le jeu intérieur de la vie où tu cesses d'attendre, tu cesses de douter, et tu commences à savoir. Lawrence avait compris. Le succès ne naît pas de la pensée incessante. Il naît d'une force unique, qui éclipse toutes les possibilités. La conviction inébranlable. Pas une ferveur bruyante, pas un optimisme superficiel, mais cette certitude sereine et profonde, que ce que tu as choisi est déjà réalité. Car le doute est comme un brouillard. Même si tu avances vers ton but, tu ne le vois pas clairement. Et, sans le vouloir, tu t'en éloignes. La réalité ne se modèle pas selon ce que tu désires. Elle se modèle selon ce que tu juges inévitable. Lawrence commença une nouvelle discipline. Chaque jour, il s'asseyait en silence, fermait les yeux, et gardait une seule vision en tête. Il ne l'imaginait pas comme un futur. Il la vivait, dans l'instant présent. Il ne posait aucune question. Il ne cherchait ni signe ni assurance. Il ne doutait pas. Sa concentration était un rayon laser. Aucune émotion ne parvenait à le distraire. Aucun doute ne parvenait à l'obscurcir. Et, lentement, presque imperceptiblement, le monde autour de lui commença à changer. Non par pression extérieure, mais par cohérence intérieure. Parce que l'univers s'organise. Autour de ceux qui savent. Pratique la discipline mentale. Trouve un endroit calme. Choisis un désir clair. Un désir que tu brûles réellement de voir se réaliser. Ferme les yeux. Maintiens cette vision dans ton esprit. Comme le soleil levant est certain d'apparaître. Ressens la certitude, non comme une pensée, mais comme un état. Commence par 1 minute, puis 2, puis 5. Et si le doute surgit, ne le combat pas, ne l'ignore pas, laisse-le passer. Comme les nuages ne troublent pas véritablement le ciel, car le ciel reste bleu, même quand tu ne le vois pas. Lawrence avait appris.
que la création ne naît pas de l'effort, mais d'un état de clarté inébranlable. Ainsi sa vie devint une partie d'échecs, où chaque coup n'était pas né de la peur, mais d'une guidance intérieure. Car lorsque tu vois clairement ce qui doit arriver, et cesse de le questionner, le monde n'a d'autre choix que de s'aligner, pas parce que tu forces les choses, mais parce qu'il suit ton regard. Dans une petite boulangerie du village, cachée entre rues pavées et lianes grimpantes, Béatrice se tenait, aux premières heures du jour, devant son vieux four. L'arôme de la levure, de la farine et de l'espoir emplissait l'air. Ses mains tremblaient légèrement, non pas du froid, mais de cette agitation intérieure. Elle avait été tentée d'ouvrir la porte du four encore une fois, juste un instant, pour vérifier. Elle l'avait déjà fait maintes fois, encore et encore. Elle avait examiné, attendu, douté. La pâte avait-elle suffisamment levé? Était-ce le moment? Mais chaque fois qu'elle intervenait trop tôt, le pain perdait volume, saveur, âme. Alors elle se souvint des paroles de son ancien maître. La boulangère qui fait confiance au processus ne connaît pas l'échec. Dans cette phrase se cachait une vérité, qui allait bien au-delà de l'art de la boulangerie. Tout comme le pain a besoin de temps pour mûrir, tes désirs aussi ont besoin d'espace et de confiance. Pour se déployer dans le rythme divin, la création n'obéit pas au calendrier humain. Elle ne connaît ni précipitation, ni panique, ni pression. Elle suit un ordre intérieur, précis, parfait, implacable. Béatrice commença à comprendre. Chaque fois qu'elle cherchait à forcer le contrôle, elle interrompait le flux naturel. Alors elle laissa aller. Elle ferma la porte du four. Et elle attendit, non pas passivement, mais dans une présence confiante. Elle apprit à respirer entre chaque étape. Elle cessa de remplir l'espace d'inquiétude et le remplit de silence. Et ce qu'elle reçut ne fut pas simplement du pain. Ce fut la perfection, une croûte dorée, un cœur moelleux, un parfum de dévouement. Il en est de même pour tes manifestations. Quand tu plantes une intention claire, les forces invisibles commencent à œuvrer immédiatement. Mais elles travaillent hors de vue. Elles ne sont pas visibles, mais elles sont palpables. Ta tâche n'est pas de surveiller le processus. Ta tâche est de maintenir une foi inébranlable dans son aboutissement. Tout comme une graine n'a pas besoin de ton observation constante pour grandir, ta création n'a pas besoin de ton contrôle permanent. Pratique l'art du temps divin. Choisis un désir que tu portes depuis longtemps. Ferme les yeux. Imagine-le posé dans un écrin doré de lumière, un lieu sûr, silencieux, sacré, hors du temps. Vois ce désir se poser doucement dans cet espace, porté par la confiance. Respire profondément et laisse tomber tout besoin de contrôle, toute précipitation, toute peur. Sache, ce qui t'est destiné ne peut te manquer. Si le doute surgit, observe-le comme on regarde passer les nuages. Laisse-le filer. Tu es le ciel, pas la météo. Car la véritable foi n'a pas besoin de preuves, elle est la preuve. Béatrice commença à vivre comme elle cuisait, avec patience, avec dévotion, avec confiance. Et un jour, quand elle ne l'attendait plus, un inconnu poussa la porte, s'arrêta pour inhaler le parfum de son pain et pour voir la lueur dans ses yeux. Ce que des années de recherche n'avaient pu obtenir arriva en un seul moment d'abandon, car l'univers ne se meut pas par la force. Il coule à travers la confiance. Dans une vieille maison au plancher grinçant et aux fenêtres baignées d'une lumière dorée, vivait Mildred, femme discrète, souvent seule, mais jamais solitaire. Elle soignait son jardin avec dévotion, cuisinait le pain avec sentiment et élevait chaque jour une prière pour l'amour. Pas n'importe quel amour, une connexion profonde, authentique, bouleversante, un cœur qui voit vraiment le sien. Mais plus elle le désirait, plus il semblait s'éloigner. Mildred avait tout essayé. Visualisation, affirmation, liste, interprétation de signes. Rien ne fonctionnait, rien ne changeait, jusqu'au jour où elle arrosait ses roses et s'arrêta. Un homme s'était arrêté, non pour lui parler, mais pour contempler les fleurs. Il ne dit mot, il sourit. Et en cet instant se produisit l'impensable. Quelque chose en Mildred se relâcha, non par résignation, non par amertume, mais par une compréhension paisible. L'amour n'est pas quelque chose à mériter. L'amour ne se force pas. L'amour n'arrive pas quand on se bat. Il arrive quand on cesse de s'accrocher. Mildred ne renonça pas à l'amour. Elle laissa simplement aller, la résistance qui l'en avait jusqu'alors empêchée.
car chaque fois que tu t'accroches à un résultat, tu crées de la tension. Et cette tension ferme l'espace, où la vie pourrait librement couler. La création a besoin d'air, elle a besoin de confiance, elle a besoin d'ampleur. Si tu serres trop fort, tu perds la légèreté de la réception. Pratique l'art du lâcher-prise. Trouve un endroit calme. Choisis un désir. Celui auquel tu t'accroches le plus. Ressens le poids de cet attachement. Observe où la tension se loge dans ton corps. Ta nuque, ton ventre, ta respiration. Maintenant imagine que ton désir est un ballon doré entre tes mains. Tu tiens la ficelle fermement. Tu ne veux pas le perdre, mais tu sais qu'il ne pourra s'envoler que si tu le lâches. Inspire profondément. Et au moment d'expirer, lâche lentement la ficelle. Regarde le ballon monter, léger, libre, porté par la confiance. Avec lui s'élèvent tes peurs, tes doutes, tes attentes. Dis intérieurement, je lâche prise, je suis libre. Ce qui m'est destiné me trouvera sans lutte. Ce lâcher-prise n'est pas une reddition. C'est un pacte sacré avec le flux de la vie. Car plus tu lâches, plus tu crées d'espace, pour que ce qui est véritablement pour toi puisse arriver. Et parfois, quand tu t'y attends le moins, la vie franchit cette porte ouverte que tu ne surveilles plus. La plupart des gens demandent, ils supplient, espèrent, attendent, prient, comme s'ils devaient convaincre la vie. Comme si l'univers était un juge distant, qui ne répond que si on lui a prouvé son mérite. Mais c'est une illusion, un reflet de vieux conditionnements, non la vérité de ton être, car tu n'es pas ici pour mendier. Tu es ici pour créer, non comme un invité sur terre, mais comme l'expression consciente du divin. Tu n'as pas besoin de permission pour façonner ta réalité. De même que l'univers ne demande pas d'autorisation. Quand il crée des étoiles, toi non plus tu n'as pas besoin d'un accord extérieur pour donner forme à ton monde. Le moment où tu passes de la demande à la déclaration change tout. Pas parce que tu deviens dur, mais parce que tu te réveilles. Déclarer n'est pas de l'arrogance, c'est te souvenir de ton identité véritable. Tu n'es pas l'enfant du hasard, tu es l'architecte du possible. L'univers ne répond pas à ce que tu désires, il répond à ce que tu affirmes, avec une certitude indéfectible. Car ta parole est vibration, est vibration. Ta parole est loi, ta parole est création. Pratique l'affirmation sacrée. Choisis un moment particulier, à l'aube ou au crépuscule. Place-toi face à un miroir ou dans un lieu de silence. Pose une main sur ton cœur. Respire profondément. Et puis dis, par le pouvoir qui m'a été accordé en tant que créateur, je déclare maintenant. Formule ton intention avec clarté, sans hésitation. Ne parle pas comme quelqu'un qui attend. Parle comme quelqu'un qui sait. Comme celui qui incarne ses paroles. Répète ta déclaration 3 fois. À chaque reprise, avec plus de conviction, de profondeur, de vérité. Ce ne sont pas les mots en eux-mêmes qui transforment. C'est l'état d'être d'où tu les prononces. Car l'univers ne répond pas à l'insécurité. Il répond à la souveraineté. Le Créateur ne doute pas. Souviens-toi. Et tu es ce Créateur. Pas dans un futur lointain. Pas après avoir guéri davantage, su davantage, pratiqué davantage. Maintenant, c'est ta véritable nature. Reconnais-la. Parle depuis cet espace, et le monde se transformera, non pas parce que tu le forces, mais parce qu'il te reconnaîtra. Dans un petit village de pêcheurs, où les barques grinçaient sur l'eau et le vent murmurait des histoires d'un autre temps, Calvin se tenait fermement à la barre de son frêle esquif. Le soleil brûlait ses épaules, et ses mains, rugueuses par des années de labeur, maintenaient le cap. Pendant 30 ans, il avait lutté contre le courant, toujours à la recherche de la meilleure pêche, du moment opportun, du grand coup de chance. Il avait appris que le succès venait de l'effort, qu'il fallait s'imposer, à la nature, au destin, à soi-même. Pourtant, une fatigue profonde grandissait dans son cœur, non seulement physique, mais aussi de l'âme. Puis, une nuit, une tempête éclata, et les vagues frappèrent violemment son bateau. Calvin lâcha alors les rames, non par renoncement, mais par une soudaine compréhension. Je combats ce qui veut me porter. Dans le silence de l'instant, il entendit pour la première fois le rythme de la mer, non comme un ennemi, mais comme une invitation. Il commença à lire le vent, à sentir les vagues, non plus contre elle, mais avec elle. Et soudain, l'océan le porta avec une légèreté qui fit fondre toutes ces années de lutte. Calvin comprit, la vie ne souhaite pas être vaincue,
Elle veut danser avec toi, comme la lune ne lutte pas pour faire monter les marées, et la terre tourne sans jamais s'arrêter. Ainsi la véritable création naît, non de la force, mais de l'alignement. L'illusion de la lutte naît. Quand tu tentes de contrôler la vie, la vérité se révèle. Quand tu apprends à flotter avec elle, pratique la création sans effort. Assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Souviens-toi d'une situation où tu t'es acharné, où tu as tenté de forcer les choses. Ressens la rigidité, la pression, la peur. Puis, intérieurement, dis « Je me libère du besoin de lutter. Ma force réside dans la connaissance, et ce qui m'est destiné afflue vers moi sans effort. » Inspire profondément. Ressens ton corps se détendre, ton esprit s'éclaircir, ton cœur s'ouvrir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le véritable pouvoir. Car en t'alignant avec ce qui te dépasse, tu deviens illimité. Calvin rentra au port, non cassé, mais libre, et désormais ses filets se remplirent, non par la force, mais par l'harmonie avec le flux. Et toi aussi, choisis maintenant. Ne rame pas contre le courant, rame avec lui. Dans un atelier empli d'horloges anciennes, où le tic-tac résonnait comme un faible battement, Florence s'asseyait à son établi. Maîtresse horlogère, virtuose de son art, elle connaissait chaque mécanisme, chaque vis, chaque subtil décalage du rythme parfait. Pourtant, elle ressentait un vide intérieur, non causé par un engrenage manquant, mais par une impression d'immobilisme. Elle avait mesuré le temps jour après jour, sans jamais le vivre. Son esprit, bien qu'ancré dans le présent, vagabondait entre passé et futur, jusqu'au jour où, en réglant l'un de ses précieux chronomètres, elle s'arrêta net. Elle observa le cadran et soudain comprit « J'essaie de capturer le vent dans un flacon ». Le temps, tel qu'elle l'avait conçu, n'était qu'une construction, un cadre, une mesure, mais non une réalité. Car au fond de l'univers, les secondes n'existent pas. Ni retard, ni attente. Il n'y a que l'instant présent. Le champ quantique, source de toute réalité, ignore la linéarité. Il n'y a ni passé ni futur, mais une infinité de possibilités, à chaque instant. Florence se leva, parcourut son atelier et réalisa qu'elle s'était emprisonnée dans un éternel « pas encore ». Je ne suis pas encore prête. Je ne le mérite pas encore. Ce n'est pas encore le moment. Mais la vérité est, la création n'attend pas. Elle répond à ton choix, maintenant. Pratique le saut quantique. Ferme les yeux. Reste dans un calme absolu. Ressens ta respiration, sans chercher à aller ailleurs. Imagine-toi la version de toi-même, qui a déjà accompli tout ce que tu souhaites, non pas en rêve, mais en être. Comment respire-t-elle? Comment pense-t-elle? Comment ressent-elle? Ressent sa paix, sa clarté, son flux naturel. Puis affirme, je ne deviens pas, je suis. Le temps ne gouverne pas ma création. Je choisis de vivre maintenant ce qui existe déjà. Reste quelques minutes à cette fréquence, non comme une rêverie, mais comme ta réalité. Car la seule barrière entre qui tu es et ce que tu désires est l'illusion du temps. Florence sourit. Elle entendait encore le tic-tac de ses montres, mais ne le poursuivait plus. Elle savait, le temps n'est pas une mesure, il est un décor. Et tu n'es pas son prisonnier, mais son metteur en scène. Dans un laboratoire immaculé, entouré de formules, d'éprouvettes et de schémas, Albert était assis, pensif. Brillant scientifique, il cherchait inlassablement des patterns, calculait des probabilités, comparait des variables, espérant rendre l'avenir prévisible. Il croyait que comprendre, analyser, préparer suffirait à garantir le succès. Pourtant, plus il affinait ses équations, plus son désir s'éloignait. Jusqu'au jour où son mentor posa une main sur son épaule et murmura « L'avenir ne se prédit pas, il se choisit ». Ces mots traversèrent Albert comme un éclair. Toutes ces formules avaient omis l'essentiel. Il n'était pas en chemin vers l'avenir. Il en était l'architecte. Chaque instant offre non une, mais d'innombrables possibilités. L'avenir n'est pas une route, c'est un champ. Et tu n'avances pas vers une réalité, tu choisis laquelle incarner immédiatement. Albert se leva, rangea ses calculs et commença à agir non comme un expectant, mais comme un résident de sa vision. Ses choix naquirent d'une certitude intérieure, non de la peur ou de l'analyse. Peu à peu, son monde extérieur se métamorphosa, en reflet de son nouvel état d'être. Pratique l'intégration de ton moi futur. Ferme les yeux,
Respire profondément, laisse l'environnement se dissoudre, puis vois-toi, non comme un espoir, mais comme la version accomplie de ta vision. Comment bouge-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment décide-t-elle? Ressens-la déjà en toi, non dans des années, mais comme un potentiel à un choix de toi. Et décide. Je suis cela, pas demain, maintenant. Ressens comment cette conscience t'enveloppe comme un manteau, comment tu t'élèves, t'alignes, respires. Dans une nouvelle vibration, tu ne deviens pas quelqu'un. Tu te souviens de qui tu as toujours été. Albert n'a pas calculé son avenir, il l'a choisi. Et toi aussi, tu peux le faire, à tout instant. Car croire que l'avenir est là-bas est l'erreur capitale. La vérité, l'avenir t'attend en toi. Au bord du puissant fleuve Harrison, dans un village presque oublié, Harrison ramait chaque jour contre le courant dans son petit bateau. Le soleil dansait sur l'eau, mais il ne le voyait pas. Son regard était tendu, son corps crispé, sa volonté indomptable. Il croyait, comme tant d'autres, qu'il fallait se battre pour recevoir. Jour après jour, il cherchait les bancs de poissons les plus poissonneux, toujours à la rame, toujours contre le fleuve, toujours par la force. Pourtant, ses filets restaient désespérément vides, et son cœur s'alourdissait. Jusqu'à ce matin où, en pleine traversée, il lâcha soudain les rames, et simplement écouta. Il n'entendit que le murmure du courant, et comprit « Je n'ai jamais été en guerre contre la vie. J'étais en guerre contre ma méfiance. » Harrison abandonna ses rames, non pour céder, mais pour accueillir. Il contempla le fleuve, ressentit son rythme, apprit son langage. Il cessa de résister, et se mit à couler avec lui. Alors survint l'inattendu, le courant qui semblait le retenir, le porta exactement là où il rêvait d'aller. Ses filets se remplirent non par sa force, mais par sa souplesse. Comme l'eau ne lutte pas, mais contourne les obstacles, ta vie ne se crée pas par le contrôle, mais par l'alignement. On t'a appris à prouver ta valeur, à gagner ce que tu désires. Mais la vie ne t'a jamais demandé de lutter, elle t'a demandé de faire confiance. Pratique l'intégration du flux, assieds-toi en calme, ferme les yeux, ressens ta respiration, inspire, expire, inspire, expire, observe. Où luttes-tu? Où cherches-tu à contrôler? Où t'accroches-tu? Imagine-toi comme de l'eau, claire, fluide, douce, mais implacable. Tu ne heurtes pas, tu contournes. Tu ne demandes pas permission, tu trouves ton chemin. Répète intérieurement, je lâche ce que je n'ai pas besoin de contrôler. Je fais confiance au flux de ma vie. Tout parvient à moi, au moment parfait, de la manière parfaite. Reste dans cette vibration. Ressens ton corps se détendre, ton esprit s'éclaircir, ton cœur s'ouvrir. Harrison regagna son village, non pas brisé, mais allié du courant. Il avait compris, ce n'est pas ton effort qui t'emmène, c'est ta confiance en ce qui est déjà en mouvement. Et chaque matin, il ramait différemment, pas contre le fleuve, mais avec lui. Dans une salle de musique baignée de soleil, dont les fenêtres ouvraient sur un vieux jardin, Evelyn s'asseyait au piano. Ses doigts reposaient sur les touches, non par hésitation, mais par habitude. Elle connaissait chaque note, chaque passage, chaque œuvre. Sa technique était magistrale, sa musique impeccable. Pourtant, il manquait quelque chose qu'on ne peut nommer ni toucher, seulement ressentir. Le public applaudissait poliment, mais n'était pas ému, car ce qu'Evelyn jouait, c'était du son, mais pas de l'âme. Elle remplissait chaque instant de notes, mais laissait le silence hors du jeu. Jusqu'à cette nuit où, seule, une coupure de courant éteignit les lumières. La lune seule illuminait la pièce, et Evelyn ne voyait plus ses partitions. Elle inspira profondément. Puis elle commença à jouer, non selon une partition, mais depuis l'espace entre les pensées. Elle laissa place au silence, à l'immobilité, non comme des oublis, mais comme des instants sacrés. Et alors, le miracle advint, les sons gagnèrent tout en profondeur, les silences devinrent sacrés. Evelyn comprit. La création ne naît pas du mouvement constant, mais du silence qui le précède. Parce que le silence n'est pas vide, il est plein, plein de potentiel, plein de possibilités, plein de vérités, tout comme on ne peut inhaler. Qu'après avoir exhalé, chaque forme, chaque pensée, chaque réalité, naît de l'espace qui la précède. Mais nous avons oublié comment être dans le silence. Nous redoutons le vide. Alors nous le remplissons de bruit. To-do list, paroles, distractions.
Et pourtant, le plus grand pouvoir réside dans l'instant où nous ne faisons rien, sinon écouter. Pratique l'alignement avec le silence. Trouve un endroit calme. Ferme les yeux. Respire profondément. Et alors, ne fais rien. Permets simplement à la respiration de se produire. Laisse les pensées venir, puis repartir. Plonge dans l'espace qui se crée entre elles, ni dans les pensées, ni dans la respiration, mais entre les deux. Ressens à quel point ce silence est vivant, comment il n'est pas absence, mais présence. Reste quelques minutes. Tu n'as rien à recevoir, rien à comprendre, rien à visualiser. Car ici, dans ce silence, tu es aussi proche de l'origine de la création qu'un son de son premier souffle. Evelyne avait compris, la musique n'est pas le son. C'est l'interaction entre le son et l'espace. Ainsi en est-il de la vie. Ce n'est pas ce que tu fais qui crée ta réalité, mais la conscience, à partir de laquelle tu agis. Et cette conscience habite le silence. C'est là que tout commence. Et c'est là que tu te retrouves. Dans un immeuble de bureaux, tout de verre et de béton, perché au-dessus du tumulte urbain, Grégory s'asseyait à son bureau. Autour de lui, des tableaux, des stratégies, des vision boards. Chaque jour, il arrivait avant l'aube, prêt à conquérir la vie. Chaque geste était planifié, chaque action dirigée vers un but. Il était couronné de succès, mais jamais rassasié. Car au fond de lui résonnait une croyance inébranlable. Si j'accomplis suffisamment, un jour je serai suffisant. Chaque désir, chaque vision, chaque projet ne naissait pas d'un sentiment d'abondance, mais d'un manque. Ainsi, chaque succès n'était qu'une preuve supplémentaire, qu'il n'était pas là encore. Jusqu'à cette nuit, seul dans son bureau, les lumières de la ville scintillant sous lui, où il comprit soudain, j'ai cherché à prouver ma valeur, avec des choses qui ne pourraient jamais la définir. Quelque chose se brisa en lui, non pas comme un échec, mais comme une libération. Il s'affaissa dans son fauteuil, ferma les yeux, et pour la première fois, il ne s'interrogea pas sur ce qu'il devait faire, mais sur qui il était, sans rien faire. Dans ce silence, il trouva une vérité qu'aucun accomplissement ne pourrait jamais offrir. Il était déjà complet, pas parfait, pas achevé, mais entier. Et de cette plénitude, sa vie commença à se transformer. Il n'arrêta pas d'agir, mais ses actes n'étaient plus des quêtes de validation. Ils étaient des expressions. Les opportunités vinrent sans effort. Les relations se bonifièrent. La créativité afflua, car il n'essayait plus de convaincre la vie. Il était en harmonie avec lui-même. Pratique la connexion à ta plénitude. Ferme les yeux. Respire profondément. Sens ton corps. Sens ton cœur. Puis demande-toi, quel désir naissent d'un sentiment de manque? Que cherchais-je à prouver? Que crois-je devoir gagner pour mériter? Observe les réponses sans les juger, simplement avec honnêteté. Ensuite demande-toi, qu'est-ce qui veut s'exprimer à travers moi? Depuis la joie, la clarté, la vérité. Permets à cette nouvelle énergie d'émerger. Ressens combien elle est différente, légère, sereine, puissante. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas un fragment en quête d'achèvement. Tu es complet. Et de cette complétude, tout peut naître. Grégory ne transforma pas son monde par de nouvelles stratégies. Il le transforma en changeant son point de référence intérieur. Il cessa de créer depuis le manque et commença à agir depuis son abondance. Ainsi ta réalité ne se définit pas par ce que tu crois manquer, mais par qui tu es. Lorsque tu te souviens, tu n'as jamais été incomplet. Tu avais seulement oublié. Dans une petite ville, entourée de douces collines, Dorothy tenait un atelier de miroirs. Ces miroirs étaient réputés pour leur clarté exceptionnelle, leur surface impeccable, plus que de simples objets, de véritables œuvres d'art. Chaque matin, elle inspectait son travail avec un soin méticuleux. Chaque reflet, chaque éclat, chaque imperfection potentielle était scruté par son œil affûté. Pourtant, un miroir la tourmentait. Peu importe combien elle le polissait, quelle que soit l'énergie qu'elle y mettait, une tâche persistait. Elle se sentit frustrée, désespérée, jusqu'à ce qu'en se penchant pour repolir, elle comprit. La tâche n'était pas dans le verre, elle était dans son propre reflet. Dorothy s'arrêta, elle se regarda et comprit qu'elle n'essayait pas de réparer le miroir, mais de se corriger elle-même, sans le voir. Car l'extérieur est toujours un miroir, pas seulement en métaphore,
mais comme la résonance exacte de ta vérité intérieure. Ce que tu vois sans cesse dans le monde n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet de ton état d'être. Si tu perçois de la pénurie, demande-toi comment tu te limites toi-même. Si tu ressens du rejet, demande-toi où tu te rejettes toi-même. Si tu te baignes dans la beauté, reconnais que tu as commencé à voir ta propre beauté. Dorothy apprit à regarder autrement. Elle cessa de blâmer ses miroirs et commença à s'observer avec honnêteté. Et au fur et à mesure qu'elle se voyait avec plus de douceur, plus de compassion, plus d'acceptation, ses miroirs devinrent plus clairs. Non parce que le verre avait changé, mais parce que sa perception avait évolué. Pratique l'art du miroir intérieur. Assieds-toi en silence, ferme les yeux, pense à un domaine de ta vie qui t'apporte douleur, frustration ou résistance. Demande-toi, qu'est-ce que cette expérience me reflète de moi-même? Quelle croyance vit encore en moi? Qui engendre cette réalité? À quoi répond le monde? À mes désirs ou à mon état d'être? Observe sans culpabilité, sans jugement, sans drame. Reconnais que tu n'as pas échoué. Tu as reflété. Tu as créé, peut-être sans le savoir, mais puissamment. Puis demande-toi, quelle nouvelle croyance suis-je prêt à incarner? Quelle image de moi-même désire-je refléter dès aujourd'hui? Et si le monde commençait maintenant à montrer ma vérité et non ma peur? Dorothy comprit, le miroir ne montre rien, qui n'existe déjà en toi. Ainsi, son atelier cessa d'être un lieu de contrôle. Pour devenir un temple de connaissance de soi, ta vie est également pavée de miroirs. Tu les rencontres dans les gens, les moments, les paroles. Chacun t'interroge. Que vois-tu? Et es-tu prête à le transformer? Car dès que tu changes ton intérieur, tout autour de toi change. Non comme une récompense, mais comme l'écho naturel de ta vérité.